qui nous est donc adressée aujourd'hui. Alors, pour ce faire-là, nous allons commencer par le régulateur, puisqu'effectivement, il est en charge de la protection des droits de l'ensemble des investisseurs qui sont susceptibles sur le marché financier de s'intéresser donc à notre thème du jour, pour qu'il puisse de son côté nous donner d'emblée comme ça son point de vue sur le thème, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'au niveau de la régulation l'on pense en ce qui concerne donc les éléments liés, où est mon document? Ah oui, les éléments qui ont trait donc euh, aux aspects, donnez-moi 2 minutes, oui, ok, je l'ai. Euh, Très bien. Je vais devoir passer sur un autre, sur mon PC, j'ai quelques soucis avec ce PC-là. Je vais passer sur l'autre. En attendant, Monsieur Crépin, est-ce que vous pouvez juste donner la parole à quelqu'un des panélistes, je ne sais pas, Monsieur Didier Lukaku, juste en attendant, comme ça, vous réglez votre souci technique. D'accord, ok. Je cède la parole donc à M. Didi Kwaku. Les investissements en titres financiers sur la place financière donc, de la CEMAC, opportunités, défis et rôle du régulateur. S'il peut déjà nous rappeler quels sont donc les types d'investissements en titres financiers qui existent et qui sont courants sur la place financière de la CEMAC pendant que moi j'essaie de trouver une solution à mon souci. Merci. Monsieur Didier Lukaku de la Prosuma. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous les co-panélistes et tous les participants qui se sont inscrits, Bonjour. je l'espère, très nombreux aujourd'hui aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Bonjour, Monsieur Lukaku. Oui, oui, très bien. Oui, nous Vous vous entendons m'entendez? très bien. Très bien. Ben, content une fois de plus de partager ce panel avec vous. Ah bah, certains, bah, monsieur le modérateur, bien sûr, on a partagé un panel ensemble il y a quelques jours et bon, pour les autres, je pense que on se connaît directement ou indirectement. C'est un plaisir. Sur la question qui est posée, oui, les titres financiers. Le sujet est très très large et très captivant également parce que au fond, quand on parle titres financiers, on parle de ce qui est ce qu'on peut considérer comme la principale matière première euh, produite sur le marché financier. Les instruments qui circulent sur le marché financier sont et principalement des titres financiers. Titres financiers qui sont inclus dans une catégorie plus large de ce qu'on appelle juridiquement la notion d'instruments financiers. Donc, les titres financiers forment une part. Alors, les titres financiers sont ceux qui, effectivement, qui circulent principalement sur le marché financier. Dans cette famille de titres financiers, on a les produits classiques que sont les actions et les obligations. Mais il faut savoir que la notion intègre également une autre catégorie, enfin une autre, je veux dire un autre type qui est notamment les produits des OPC, organismes de placement collectif, sont également les titres des OPC sont également inclus dans la catégorie titres financiers. Donc, c'est pour ça que je disais vraiment on a là à faire à tout ce qui est pour la matière, ce qui constitue la matière première du marché financier, avec même les nouvelles catégories. Nous, dans notre marché, sur notre marché, les produits les titres de la finance islamique sont intégrés également dans les titres financiers. On pourrait ajouter d'autres éléments. Donc, en clair, c'est vraiment un autre quotidien. Même quand on regarde du côté des intermédiaires, ben, on prend par exemple, sur notre panel, on a un conseiller, peut-être d'autres, hein, Monsieur Yves Descendé, qui est conseiller en investissement financier. Ben, ce sera principalement porté sur des investissements en titres financiers, même si ça n'écarte pas d'autres catégories, bien sûr, puisque la notion est très large, un conseil en investissement financier, mais principalement, ce sera orienter des investisseurs vers des investissements sur le marché financier qui vont porter sur des titres financiers.
Alors, la matière est également importante parce que dans la mesure où ce sont les principaux titres qui circulent sur le marché, tout le travail du régulateur de vérification de la conformité des titres, toutes les informations qui seront demandées donc aux émetteurs de titres financiers, eh bien, les paramètres de contrôle du régulateur vont beaucoup porter sur également les caractéristiques de ces titres financiers, donc tout un ensemble d'informations sur les modalités d'émission, les modalités de diffusion de ces titres sur le marché. Voilà, tout le travail, tous les paramètres de contrôle vont s'articuler autour donc également, et principalement, je veux dire, autour des titres financiers. Voilà ce que je peux dire à titre liminaire pour ne pas monopoliser à ce stade la parole. Très bien. Nous sommes donc ainsi rassurés par le régulateur qui vient de mettre en avant que, de par leur définition et par l'usage qui est fait sur le marché, les titres les plus usités sont parfois ceux-là qui permettent le financement de l'économie et l'optimisation de l'épargne publique. Ma question suivante va donc s'adresser directement à Monsieur Yves Descendé, directeur associé à Continental Finance. Il est bien avec nous, Yves. Oui, bonjour, monsieur le Monsieur Descendé, modérateur. vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Bonjour, vous allez bien? Oui, Voilà, je vais bien. Merci. on vous entend très bien. Alors, Monsieur Descendé, que pensez-vous? Pensez-vous que euh, quel secteur d'activité dans nos différents États de la CEMAC, et particulièrement le vôtre, enfin au niveau du Tchad, peuvent bénéficier d'un meilleur accès au marché financier par rapport donc à la définition des titres financiers les plus usutés qui vient d'être faite par le régulateur. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je commencerai par... Alors, on a un souci de connexion. Monsieur Yves, on ne vous entend pas très bien. Organisateur et en partie à cause du... Oh my God. Vous m'entendez pas? Là, mieux. C'est Tout à mieux l'heure, à tout cause à de la l'heure, caméra. Je propose, Yves, peut-être que tu coupes la caméra. Je pense que ça prend beaucoup de bande passante et oui, oui, je à pense. Paris, on a Vous pouvez malheureusement. couper la caméra, effectivement, oui. Là, vous m'entendez mieux? On vous Oui. entend mieux. Très bien. Alors, je disais que je voulais remercier et féliciter la COJUMAF et les organisateurs pour cette série de conférences sur les marchés financiers, les titres financiers, et singulièrement sur la RCA. C'est la deuxième fois qu'il y a un webinaire sur la RCA, mon pays, et cela me réjouit. Alors, avant de répondre à votre question, quels sont les secteurs d'activité et qui peuvent bénéficier des meilleurs accès au marché, euh, je voudrais revenir un peu sur le thème avant d'aborder les secteurs, justement. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Très bien. C'est un peu le thème de la conférence d'aujourd'hui. J'en vois quatre. C'est la possibilité de diversifier le portefeuille financier. On a toujours du mal avec Yves. Les titres financiers, les instruments financiers ont été bien définis par mon... Vous avez du mal. La troisième opportunité sont les rendements potentiels élevés. Et enfin, l'innovation financière. Alors, je vais aller vite et répondre à votre question singulièrement. Quels sont les secteurs qui peuvent bénéficier d'un meilleur accès au secteur financier? J'en vois le secteur des télécoms, le business et naturellement le secteur financier.
et avant de pouvoir mieux répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire. Merci. La qualité de la connexion ne nous a pas permis effectivement d'avoir la quintessence hein, de ce que nous proposait comme réponse M. Yves Descendé, qui est directeur associé à Continental Finance. Euh, Nous allons passer à Samuel, M. Mbassa, qui est le directeur général de la Société Générale Asset Management. Monsieur Mbassa, excusez-moi, je vais, pour ceux qui nous suivent, puisque nous n'avons pas pu avoir une très bonne qualité de réponse, je vais revenir sur la même question pour avoir votre point de vue. Selon vous, quel secteur clé dans une économie telle que celle de la RCA et en particulier et en général les économies de la sous-région doivent bénéficier d'un meilleur accès au marché financier en vue donc du développement de nos pays? D'accord, merci, merci. Euh, de manière générale, avant de venir sur le cas spécifique de la RCA, je pense que les secteurs clés qui peuvent bénéficier des financements sur le marché financier ou qui devraient être exposés sur le marché financier doivent être des secteurs qui sont structurés. Ça doit être des secteurs à forte valeur ajoutée et ça doit être des secteurs pour lesquels il y a de la prévisibilité pour les investisseurs. Donc, ils sont en mesure de lire le fonctionnement du secteur, ils sont en mesure de prévoir ce qui va arriver et il doit même y avoir un historique de croissance de ce secteur-là pour leur permettre de prendre des décisions d'investissement qui soient pertinentes. Il faudrait aussi que ce soit des secteurs sur lesquels il y a des signaux positifs, donc ils peuvent anticiper une véritable croissance dans les années à venir. Parce que nous n'oublions pas les principaux critères sur lesquels les investisseurs se basent pour faire des choix d'investissement, ce sont la liquidité, le rendement, la sécurité. Donc, dans la mesure où ici, on ne parle pas de liquidité, puisque ce sont les secteurs à introduire sur les marchés financiers, ils regarderaient très certainement les critères de rendement ou de rentabilité, d'où l'idée d'avoir un secteur qui a forte valeur ajoutée, sur lesquels on a de l'information suffisante pour évaluer cette rentabilité actuelle, passée et même future, et puis la notion de sécurité. Donc tout ça, ça revêt le caractère informatif qu'il faut pouvoir donner aux investisseurs. Maintenant, spécifiquement pour citer des secteurs, je pense que les secteurs qui sont liés à l'épargne publique en général devraient être sur les marchés financiers, comme le secteur financier de manière générale, mais la banque, l'assurance. Il devrait aussi y avoir des secteurs qui soient très rentables et bien structurés, comme les secteurs des télécommunications. Et pour le cas spécifique de la RCA, peut-être trouver un moyen d'organiser, de structurer et puis de placer sur les marchés financiers tout ce qui a trait euh, aux compagnies extractives. Donc, Mais voilà un peu Monsieur ma Bassas, contribution. pour aller dans votre sens, vous venez de citer là des secteurs qui sont des secteurs de pointe. Vous avez le secteur des assurances, vous avez le secteur de la banque, vous avez le secteur de la téléphonie, mais à l'épreuve des faits, on constate malheureusement le peu d'appétence des entreprises de ce secteur-là pour le marché financier. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? Bon, il est évident que vu comment dire ça, vu les niveaux de rendement dans ces secteurs-là, s'il n'y a pas une incitation du régulateur et des pouvoirs publics, ça ne se fera pas de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui détiennent le capital de ces secteurs-là préfèrent bien évidemment conserver tous les profits pour eux, mais il faut mettre en avant, par exemple, dans le cas des secteurs de la banque et de l'assurance, que ce sont des fonds, que c'est l'épargne publique qui est gérée derrière. Et ce sont des secteurs qui sont de très bons candidats au marché financier parce que ce sont des secteurs qui sont très, très régulés. Ça veut dire que au moins celui qui investit dedans peut avoir l'information, mais derrière, il a l'assurance qui est un régulateur sérieux qui vérifie la manière dont ces entités sont en train de travailler. Donc, je pense qu'il faut une incitation publique. Ça ne viendra pas forcément de soi et il faut une incitation du régulateur ou des pouvoirs publics. Monsieur Mandaba, vous êtes administrateur directeur général de la SCI Capital. À la suite de ce que venait de dire donc Monsieur Mbassa, vous pensez que on a la possibilité de faire un remake de la Sonatel comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest? On peut avoir la même chose en Afrique centrale?
ou une société de téléphonie mobile, quand on sent, enfin, la Sonatel, par exemple, quand elle était entrée à la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, était partie quand même sur des minima. Aujourd'hui, c'est l'un des cours qui est le plus prisé. Est-ce qu'on peut avoir la même chose au niveau donc de l'Afrique centrale? Bonjour, merci bien. Tout d'abord, je vais, puisqu'on a le directeur juridique de la COSUMAF, tout de suite dire que SCI Capital n'a pas encore d'agrément, donc nous ne sommes pas encore un acteur du marché, on est spectateur. Pour rappel, on est détenu à 80% par l'État. Notre président du conseil d'administration est le ministre chargé de l'économie et du plan. Et donc, on est une structure publique-privée qui, pour l'instant, oriente le gouvernement dans les dialogues, mais on a vocation et on est en train de choisir peut-être la forme de l'agrément qu'on soumettra à la COSUMAF. Donc là, c'est déjà un petit disclaimer juridique. Pour répondre à la question, alors, c'est vrai que là, on parle donc des sociétés introduites en bourse avec des titres sur les sociétés cotées. Et c'est vrai qu'on a un marché comparé à l'Ouest qui est bien plus faible. Je crois qu'on n'a que 7 valeurs cotées. Mon jeune analyste brillant, Elvis, peut-être pourra donner sa vision. Mais c'est vrai qu'on n'a que 7 sociétés cotées sur notre bourse régionale, dont aucune centrafricaine. Bon, donc on a un problème de culture également parce que la culture des actionnaires en Centrafrique, c'est vraiment patrimonial, très peu d'actionnaires. Et donc, c'est vrai que cette ouverture des sociétés à des titres avec tout ce que ça impose comme régulation ne sont pas du tout ouverts. Donc, nous, on imaginait plutôt dans nos discussions actuelles l'ouverture de ces métiers-là par des nouveaux projets, des nouvelles SPV. Donc l'infrastructure a été mentionnée par tout le monde, y compris d'abord par mon cher ami Yves Descendé. Il a raison, la télécommunication, l'énergie, parce qu'on a des besoins d'énergie, nous sommes enclavés. Et il y a tout le sujet de l'énergie verte et puis des green bonds, comme on dit, des fonds verts. Donc les projets, et puis comme disait notre collègue assureur, l'avantage d'infrastructure, c'est que ça donne des revenus stables. C'est du fixed income, c'est-à-dire que les contrats d'achat d'énergie euh, ou en télécom. Alors, le télécom, c'est plus exponentiel, mais on a quand même des revenus stables et soutenus. Donc, c'est un très bon secteur, mais il y a les deux chemins. Il y a prendre des sociétés existantes, les titriser et pour lever, ou faire des émissions ou des bonds sur la base de nouveaux projets. PPP. Et c'est vrai que c'est un peu plus sur ce chemin-là, en ce qui concerne la RCA en tout cas, qu'on s'y attelle. La Socatel, on en parlait pas plus tard qu'hier avec Yves Descendé. Effectivement, nos sociétés télécoms historiques sont moribondes. Elles se sont fait dépasser par les nouveaux opérateurs mobiles. Et aujourd'hui, il y a plusieurs relais de croissance. Hein. On parle des banques postales, puisque la Poste fait aussi partie de l'attribution de la Socatel. Donc là, on est sur le secteur de la financiarisation. On a un taux de bancarisation extrêmement faible en RCA. Je ne l'ai pas en tête, mais on est largement en dessous de 10%. Donc, il y a beaucoup de leviers pour ces sociétés historiques qui ont un très grand patrimoine domanial, qui sont maillées dans le pays. Il y a beaucoup de services. Donc, peut-être que je préempte un peu les questions suivantes, mais lorsqu'on veut augmenter la liquidité, c'est comment aussi accéder à notre population qui est jeune, qui est encore pauvre. Et donc, ça passe par des instruments micro ou mini, par aussi digitaux, aussi simples que le mobile money. On voit bien ici, pour rappel, en RCA, nous n'avons que 4 banques, dont une est en pas très bon état. Et une seule de ces 4 banques propose des cartes Visa. Donc, vous imaginez, et une seule de ces 4 banques a un portail Internet. Donc, lorsqu'on parle de titres également, pour posséder un compte titre, pour vendre, acheter ses actions, s'il faut faire la queue à la banque pendant 1 heure, tout comme on met 1 heure pour aller déposer un chèque pour récupérer du liquide, voilà. Donc là, j'élargis un peu le sujet sur les autres questions. Mais c'est vrai que si on retourne en amont, si on parle de télécom, c'est un très bon secteur. Les infras en général sont un bon secteur. Les mines, on peut en parler. On a un secteur minier qui est très intéressant, mais qui n'a pas encore assez d'études. Donc, pour moi, c'est peut-être des juniors, des structures plus de venture capital pour prouver la réserve. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup d'études sur les réserves prouvées, même si on sait qu'elles sont là, bien sûr. Mais donc, voilà, si on déroule le fil des infrastructures, il faut regarder derrière les systèmes financiers et la digitalisation qui vont être nécessaires à augmenter la liquidité. J'ai dépassé un peu la question peut-être, mais je m'arrête là. Merci beaucoup pour Merci, Monsieur Marc Madaba. Et justement, vous souleviez tout à l'heure cette contradiction quand on constate que la zone CEMAC, c'est quand même au dernier chiffre 2023 en termes de population, près de 60 millions d'habitants. Et malheureusement, nous n'arrivons toujours pas dans cette zone-là à lever autant de capitaux qu'il le faut. Ça m'amène vers Monsieur Elvis. Donc, Monsieur Elvis,
Koyaé Dadema, qui analyse à SCI Capital. Comment pouvoir expliquer cette contradiction entre la population qu'il y a dans la zone CEMAC, sensiblement 60 millions d'habitants, et qui n'arrive pas, et cette zone n'arrive toujours pas à surmonter le manque de liquidité et on constate un faible niveau de participation locale, aussi bien des institutionnels, mais beaucoup plus des particuliers. Bonjour, monsieur le modérateur, et merci pour cette opportunité. Effectivement, je dirais que c'est seulement une contradiction en apparence, parce que quand on regarde, les ressources sont disponibles, ne serait-ce que par les flux d'investissement ou les produits de ces investissements qui sortent de l'Afrique et de l'Afrique centrale. On voit qu'il y a les ressources sur place. Quand on regarde aussi les initiatives individuelles qui sont prises, par exemple, quand des citoyens s'organisent pour faire des tontines et investir, c'est du capital. Quand un investisseur va voir son réseau familial pour lever de l'argent, c'est du capital. Donc, ça existe déjà, même dans nos pays. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va aller chercher ce capital qui existe pour rediriger cela vers les acteurs économiques qui sont en déficit d'épargne et qui, au fait, ont besoin des agents en excédent d'épargne pour pouvoir investir. Et c'est là que des institutions comme la COSUMAF ou encore la bourse des valeurs mobilières peut jouer un rôle en allant, alors les leviers, ça peut être tout simplement hein, la vulgarisation de tout ce qui est produits financiers. On a parlé des actions, on a parlé des obligations, mais je pense que même dans la population les plus éduqués, parmi les plus éduqués dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment en détail ce que c'est une action, ce que c'est une obligation et les bénéfices que ça pourrait apporter. Donc, je pense que la première chose, c'est d'abord la vulgarisation et aussi la préparation du cadre institutionnel, par exemple, avec, là j'ai parlé de la COSUMAF, j'ai parlé de la banque, enfin de la bourse des valeurs mobilières, c'est comment est-ce on va organiser toutes ces institutions pour qu'elles travaillent ensemble, pour qu'elles proposent quelque chose à la fois aux investisseurs, donc qui sont en demande de titres financiers, mais également aux émetteurs qui sont en fait qui offrent ces titres financiers-là. Et après, je vais reboucler peut-être sur le sujet des infrastructures et je vous dirai pourquoi, mais euh, quand on va parler de liquidité tout à l'heure, et tout ça c'est lié parce que on a dit que le capital était disponible, on doit le rediriger, l'envoyer vers les marchés financiers pour aider les émetteurs à avoir des ressources pour financer leur croissance, par exemple. Et donc, quand on arrive à ce niveau, on se pose la question, donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, au niveau des émetteurs, ce qu'il faut faire, c'est permettre à des chefs d'entreprise d'accéder facilement au marché boursier. Un chef d'entreprise aujourd'hui en Centrafrique ou même dans le marché régional, sous-régional, doit se dire, dans le développement de mon entreprise, à un moment donné, pourquoi pas m'introduire en bourse? Aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'ont pas forcément ce réflexe-là. Et ce réflexe-là permettrait au fait d'augmenter le nombre de valeurs à la BVMAC, par exemple. Au Tout niveau à fait. des... Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Les chefs d'entreprise, aussi bien de Centrafrique que de la zone devraient pouvoir aller sur les marchés financiers pour collecter de l'épargne publique en vue du financement de leurs activités, de leurs investissements, de leur développement, de leur croissance. Sauf que malheureusement, plusieurs années après la création de la bourse, plusieurs années après effectivement la mise en place par les États du cadre réglementaire, il n'y a que sept aujourd'hui, sept émetteurs qui sont à la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale. Monsieur Yves Descendé, comment on peut expliquer cela? Et je précise, parmi ces valeurs, sauf erreur ou omission de ma part, il n'y a aucun émetteur de la RCA à ce jour. Effectivement, monsieur le directeur, j'espère que cette fois-ci, vous m'entendez mieux. Ça va pour l'instant. OK.
Alors, effectivement, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Elvis, mon prédécesseur. En Centrafrique, singulièrement, effectivement, il n'y a aucune société cotée centrafricaine cotée à la bourse, à la BVMAC, même s'il y a un certain nombre de sociétés, notamment publiques, donc le gouvernement a que ces sociétés devaient être introduites en bourse. Je vais parler de la Socatel, qui s'occupe de télécom, l'entreprise qui s'occupe de l'eau, Sodeka, et l'entreprise qui s'occupe aussi de l'énergie, Enerca. Alors, en rebondissant sur ce qu'a dit Elvis précédemment, il y a une épargne importante, mais qui n'est pas captée par le système financier. Je pense que Marc a souligné tout à l'heure que le taux de bancarisation était très élevé, très peu élevé. On est de l'ordre entre 2 et 4 puisqu'il n'y a que 4 banques. Et les 4 banques sont toutes situées à Bangui, la capitale, et en province notamment, il y a très peu de banques. Il a souligné également qu'il n'y a qu'une seule banque qui offrait notamment le produit Visa. Ça, ce sont des éléments qui permettent d'indiquer que la population n'a pas accès, l'inclusion financière n'est pas très développée. Il y a quelques sociétés de microfinance qui sont aussi situées uniquement à Bangui. Alors, pour qu'il y ait plus d'entreprises qui puissent accéder à la bourse, étant entendu que l'accès à la bourse permet de lever des fonds sous forme de dette, d'obligations ou sous forme de capital, des actions, il faudrait qu'il y ait une diffusion plus large de l'information financière. Il faut qu'il y ait une vue financière, des avantages. C'est ce que tente de faire la COSUMAF et qui le fait très bien. Notre marché est embryonnaire, la BVMAC est embryonnaire. C'est un marché financier en construction, en devenir, et donc il a des défis à relever. C'est un peu le titre de cette conférence. C'est améliorer l'information. Je constate que la communication ne s'est pas améliorée du côté de M. Sécuriser le marché financier. Monsieur La Descendé, on communication vous se détériore entend, encore, je suis désolé, vraiment désolé. on vous entend difficilement. Nous allons revenir à Monsieur Didier Lukaku de la COSUMAF. Monsieur Lukaku, Vous m'entendez? en tant que régulateur, la perception que vous faites à votre niveau en concernant le développement donc, des marchés financiers en Afrique centrale, et pensez-vous que nous devons pouvoir mettre un brin d'innovation pour pouvoir atteindre ces couches de la population qui ont du mal à venir? Pensez-vous par ailleurs qu'en ce qui concerne les différents titres qui ont été choisis par nos différents États pour redynamiser la bourse, est-ce qu'il s'agissait des valeurs qui sont porteuses, qui peuvent amener effectivement les populations, les investisseurs à faire confiance à ces titres-là et à massivement souscrire à ces opérations financières, si tant est vrai qu'effectivement certaines d'entre elles aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment mûres pour être présentées sur la place financière? Alors, Monsieur Godot, merci pour cette question. Je suis pas sûr d'avoir compris le début de la question, mais bon, moi, je pense que la fin de votre intervention m'éclaire. Sinon, vous me compléterez ou vous compléterez votre question. Sur le choix, la pertinence du choix qui a été opéré par les différents États, je pense qu'effectivement, pour certaines valeurs, je pense ça demande à être reconsidéré. Mais on va dire qu'on va, comme dirait l'autre, on va pas cracher dans la soupe. On se contente de cela. Notre marché est en demande de valeur. De valeur. Je crois qu'il y a un intervenant qui disait tout à l'heure que nous Justement, sommes en monsieur comparaison. Lukaku, Allô? ça nous amène donc à rebondir sur ce que vous dites. Ça voudrait dire que les choix sur ces titres-là ont été opérés par les États. Ils n'ont pas consulté, par exemple, la COSUMAF, qui peut jouer ce rôle de conseil en leur disant, bah, écoutez, compte tenu des tendances actuelles qu'il y a sur le marché, il y a certes des opportunités de placement parce qu'il y a une épargne qu'il faut capter, mais nous vous conseillons plutôt que ce soit plutôt tel titre
plutôt que tel autre parce que ce titre-là est attendu, ce titre-là est susceptible effectivement d'amener un véritable engouement non seulement dans votre pays, mais sur l'ensemble de la place financière. Avez-vous été consulté lorsque les États ont fait ces choix-là en tant que conseil des différents États pour ces entrées à la bourse de valeur mobilière d'un certain nombre de titres dont nos États sont tout ou partie propriétaires? Alors, nous, la COSUMAF dialogue, je veux dire, presque quotidiennement avec les États, hein. Nous sommes une instance mise en place par les États et nous participons aux réunions de la zone, hein, donc le comité ministériel et les conférences. Donc oui, nous travaillons ensemble. Alors après, le moment du choix. Le moment du choix de la liste, voilà, on n'est pas associé en tant que tel au choix de la liste telle qu'elle a été définie par chaque État. Là, le choix final, on n'a pas été associé. On est une instance de conseil aussi. On peut orienter, on peut pas orienter, mais conseiller les États. Mais dans le choix final, il a été fait entièrement et en responsabilité par chaque État. Maintenant, ce que j'étais en train de dire, c'est que le texte prévoit des modalités, une mise à jour de la liste. Donc, c'est pas une liste, faut pas la voir comme il y a 17 entreprises sur la première liste qui ont été choisies par les États de la CEMAC. Faut pas voir cette liste comme un aboutissement. Non, c'est plutôt un commencement puisque le texte le règlement pris par le comité ministériel sur la question prévoit une mise à jour de la liste des entreprises. Donc, elles peuvent être modifiées, elles peuvent être complétées. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et dans des modalités de mise à jour, je pense il y a matière à travailler, notamment autour des États, pour les instances comme la Cour du MAF, la Banque centrale, et pourquoi pas d'autres instances communautaires, mais pourquoi pas également le secteur privé pour arriver à des choix beaucoup plus pertinents. Donc là, sur la première liste de 17 entreprises, certaines, oui, ont vocation naturelle à intervenir sur le marché. Pour d'autres, ça peut être plus discutable. Mais je pense que ça nécessitera un travail comment dire, de mise à niveau qui peut durer pour certaines de ces entreprises quelques années. Après, dans un second temps, je pense qu'il faudra faire un choix plus, je veux dire, un choix plus en profondeur sur le profil des entreprises. J'en profite avant de m'arrêter sur ce point pour dire que au-delà pour les valeurs qui ont été choisies et les valeurs pour la question que vous avez posée en début de réunion, on parlait des valeurs télécom et on parlait des valeurs du secteur financier comme étant naturellement voué à être ouverte au public. Oui, mais il faudrait pas s'arrêter à ça. Je pense que certaines valeurs pour développer une bourse, pour développer un marché financier, on peut aussi compter sur des valeurs liées à des secteurs de l'économie, comme je passe pour nos pays, notamment je parle des secteurs de l'agriculture qui, même si oui, différent de toutes les valeurs du secteur financier, mais parce que ça repose sur la vocation naturelle, vocation économique des pays, ça parle, ça intéresse une catégorie d'investisseurs, pour ne pas dire tout le monde. Il y a cette volonté toujours d'appropriation de l'outil national, des richesses nationales. À travers ce critère-là, on peut également intéresser une bonne partie des investisseurs. Donc, oui, les valeurs des technologies, elles sont de forte valeur ajoutée. Oui, les valeurs financières, mais également les secteurs traditionnels de l'économie, comme l'agriculture, peuvent également trouver une réponse favorable sur le marché. Monsieur Lukaku, ne partez pas. Je reviens sur un aspect qui a été évoqué par Mais je ailleurs. vous rassure que je ne pars pas. Euh, Je reste jusqu'à la fin de la voilà, réunion. restez parmi nous. C'est celui effectivement du caractère un peu trop rigide de la réglementation, de la perception des petites et moyennes entreprises, de la perception donc du secteur informel. Est-ce que la réglementation permet-elle aux startups, par exemple, sur des secteurs innovants, de pouvoir lever des fonds? Si oui, dans quelles conditions? Parce que, Oui. au regard de ce que nous lisons sur les conditionnalités à remplir pour pouvoir faire une opération d'IPO, par exemple, quelle est aujourd'hui la place que la réglementation réserve à ces entreprises dynamiques
qui peuvent se créer ou qui sont en train de se créer, mais qui hésiteraient effectivement compte tenu d'un certain nombre de conditions qu'elles ne remplissent pas, des conditions de bilan, par exemple. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce sens-là, on peut dire dans la sous-région que, ben, tiens, si vous voulez créer une start-up, ben, vous pouvez lever des fonds au niveau de la bourse? Est-ce que c'est faisable? Alors, oui, je vous réponds oui, donc parce que les textes ont évolué récemment et donc on permet à des entreprises qui se créent ou qui se créent, donc sans historique de compte, sans bilan établi les années précédentes, mais qui, parce que elles se situent sur un secteur porteur à forte valeur ajoutée, donc peuvent intéresser bien sûr de larges catégories d'investisseurs et donc, oui, contrairement à ce qui se faisait avant, donc dans les nouveaux textes, on permet, c'est consacré dans le règlement général, à une entreprise comme celle-là de se constituer. La seule condition qui est prévue, c'est qu'elle devra, cette entreprise, soumettre au régulateur une attestation comment dire, le rapport d'un commissaire aux comptes qui se prononce sur la consistance de l'actif qui est établi par cette entreprise qui se constitue, hein. Donc, ça concerne les entreprises nouvelles qui se constituent au moment où elle s'adresse au marché, mais ça peut concerner aussi une entreprise qui a été créée quelques mois avant, donc qui est créée et qui se présente sur le marché et avec moins d'un an d'ancienneté, d'existence. Donc, c'est vraiment pour des entreprises nouvelles, ce que nos textes avant ne prévoyaient pas, les textes du marché financier régional. Merci, Monsieur Lukaku. Monsieur Mbassa, dites-moi, par votre expérience, est-ce que vous pensez que la régulation actuelle garantit suffisamment la transparence et la protection des investisseurs? On prévoit un compartiment PME à s'adresser à tirer des petites valeurs. Je crois que ça répond aussi à cette préoccupation. Elle modifie, elle présente des différents compartiments de la côte en intégrant la possibilité, notamment avec des niveaux de capital social qui seraient réduits, de permettre à des entreprises de petite taille mais qui, parce qu'elles ont un projet qui peut être très intéressant, d'intervenir malgré tout sur la bourse. Donc, oui, au niveau du régulateur, les textes le permettent. Au niveau de la bourse également, il y a un aménagement des compartiments pour rendre possible l'accès en bourse de ces entreprises dont vous parlez. Merci, Monsieur Lukaku. Je me tourne vers Monsieur Bassa. L'une des difficultés que rencontrent les investisseurs porte parfois sur des aspects de transparence et des aspects de protection qui ne leur sont pas toujours suffisamment garantis, malgré la régulation qui fait ses efforts. Avez-vous le sentiment que la régulation actuelle protège suffisamment les investisseurs et impose aux différents émetteurs d'être transparents? Monsieur, Monsieur Mbassa. OK, merci, monsieur le modérateur. Donc, je pense personnellement, en tant qu'acteur du marché, que la nouvelle régulation de réglementation mise en place par la COSUMA fait vraiment orienter principalement vers la protection des investisseurs. Il faut dire que cette réglementation en est encore à ses premiers pas. Donc, elle n'est pas encore bien intégrée, bien implémentée par tous les acteurs du marché, mais en tout cas, en ce qui concerne les dispositions qui y sont contenues, je peux dire que et les dispositions contenues dans la réglementation et les instruments qui y sont encadrés, je peux dire aujourd'hui qu'elle est vraiment orientée protection des investisseurs. Simplement, il faudrait que les moyens de la COSUMAF soient renforcés, à mon avis, notamment les moyens humains, les moyens techniques, pour que la COSUMAF puisse davantage veiller au respect des obligations des entreprises cotées ou bien des émetteurs. Parce qu'aujourd'hui, et même des intermédiaires de marché qui en ont aussi vis-à-vis des investisseurs. Mais donc, il faut ces moyens-là, il faut des contrôles réguliers, il faut une meilleure même vulgarisation des textes, il faut plus d'ateliers entre les intermédiaires du marché et la COSUMAF. Donc, je porte un plaidoyer là pour des échanges plus réguliers entre le régulateur et le marché. Donc ça, c'est ce qu'il faut instituer, des échanges réguliers qui soient des échanges, ça peut être des cadres de concertation comme on en a vu
sur l'année qui est écoulée, mais ça peut aussi être des réunions d'échange, d'implémentation, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux textes qui sortent au quotidien, des instructions, des outils de reporting. Il faut des sessions entre le régulateur et les intermédiaires de marché pour parvenir à être sûr qu'on a la même compréhension. Parce que plusieurs intermédiaires de marché, plusieurs émetteurs peuvent avoir une interprétation déjà et puis une application différente de la même réglementation. Donc ça ne va pas aussi faciliter la protection de l'investisseur. Donc il faut être sûr que les textes soient vraiment bien vulgarisés, compris de la même façon par tous les intermédiaires de marché, tous les acteurs de marché. Et ça garantit la... Et il faut donc une meilleure capacité de contrôle sur pièce et sur place du régulateur pour cela. Il faut aussi que le régulateur soit en mesure de sanctionner davantage les intermédiaires qui ne respectent pas leurs obligations et quelquefois même peut-être que ces sanctions soient publiées dans le cas par exemple, dans le cas où ça pourrait aider le public à être attentif sur les intermédiaires, par exemple, qui ne sont pas de bons élèves. Donc, voilà un peu ma contribution là-dessus. Très bien, ça voudrait dire que là, il y a suffisamment de travail, Monsieur Lukaku. Il y a des ponts qu'il faut établir pour qu'on ait tous la même perception, la même compréhension de la régulation pour être à même de vous accompagner dans le cadre d'une espèce d'autorégulation avant votre intervention au niveau des acteurs. Mais si l'on constate également ces disparités d'interprétation ou de compréhension de la régulation, quid donc on va dire, du citoyen lambda de la CEMAC? Est-ce qu'il n'y a pas un problème également lié à l'éducation financière? Tiens, on s'est perdu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème lié à l'éducation financière, Monsieur Marc Madaba? Est-ce que les populations de la CEMAC, c'est vrai que ça fait 60 millions d'habitants, sont suffisamment donc au fait des problématiques, des enjeux en ce qui concerne donc les outils financiers, les instruments financiers? Est-ce que l'éducation financière a été faite? Certes, cela relève de la COSUMAF, mais les acteurs n'ont-ils pas, le premier acteur, c'est l'État, n'ont-ils pas également une obligation d'accompagner les populations vers cette éducation financière parce que ce sont ces populations qui sont susceptibles d'être des investisseurs que nous attendons? Oui, je vois mon aîné qui lève la main, alors je ne sais pas, je vais commencer, mais très vite lui rendre la parole. Peut-être qu'il a un sujet sur ce point. On a certainement un manque d'éducation et si on parle en plus de la RCA, vous savez qu'en RCA, par exemple, si on parle de la COSUMAF, nous avons des CIF, des conseils en investissement financier. Nous n'avons aucune SDB, société de bourse, nous n'avons aucune SGP, société de gestion de portefeuille. Donc, sans même parler de la population de base, même le secteur financier, on manque d'acteurs parce qu'aussi on manque voilà de personnes en capacité financière ou en capacité de comprendre et de soumettre un dossier qui sera conforme et qui pourra être accepté. D'autant plus que la COSUMA, enfin, c'est qu'on peut comprendre que sur le marché, on va durcir un peu parce qu'il y a eu peut-être un peu trop d'acteurs à un moment donné qui vont peut-être, j'ai cru comprendre que la COSUMA allait être un peu plus regardant. On a vu à l'Ouest, nos voisins de l'Ouest, je pense, des bons exemples. On a bien vu comment, même en ce moment, ils sont en train de relever les demandes de fonds propres pour les banques. Donc, on a un environnement qui se durcit, mais nous, pays post-conflit, on a une population, au contraire, qui est encore plus faible qu'il y a 20 ou 30 ans. Une population de base et une population d'investisseurs, une population financière. Donc, c'est vraiment un dilemme. C'est vraiment un dilemme et peut-être que mon aîné Yves aura descendu, il y aura certainement beaucoup à dire dessus. Donc, il est certain qu'on a ce manque. Alors, comment est-ce qu'on va y pallier? Aujourd'hui, on y pallie par, en fait, l'importation de cadres étrangers. Vous venez en RCA. Pardon, je vais recadrer un peu sur le cadre de la RCA parce que c'est un débat, je pense, sur la RCA. Vous allez dans nos banques, vous verrez que dans les comités de crédit, au comité des risques, aux directions générales même, vous verrez peu de Centrafricains. Alors, on commence à relever un peu la tête, mais donc oui, on a un gros problème de capacité. Donc ça, il faudrait vraiment réfléchir à recréer. Je pense qu'on a 5 à 10 ans, ça prend ce temps-là pour former des cadres et avoir cette exposition. On a aussi un manque d'exposition aux nouvelles techniques. Donc, même nos cadres aujourd'hui qui ont la capacité et qui sont en place, je pense qu'on ne participe pas assez au forum. Moi, depuis que je suis en place, on essaye de remettre, de le faire. Si je compare par rapport à l'Afrique de l'Ouest et même par rapport à l'Afrique de l'Est, les instruments de garantie, tout à l'heure, on parlait de la protection des investisseurs. Il y a pléthore d'instruments de garantie. Il y en a, et bon, prenez le FAGAS,
Africa Guarantee Fund, ATI, les Balabad, tout le monde a instrument de garantie, on ne les utilise pas. Et ça, ce serait de nature à dérisquer fortement. Nous sommes un pays post-conflit pour donner confiance à un investisseur régional qui va venir ou même au domestique. On peut aussi, moi je suis côté structuration souvent dans les transactions, vraiment utiliser ces instruments de garantie. Donc quand on dit le manque de connaissances, c'est aussi le manque de connaissances de ces instruments qui nécessitent, c'est vrai, d'avoir beaucoup de communication, et ça rebondit sur ce que disait notre collègue sur la communication avec le régulateur, aussi la communication avec le secteur financier global, qui offre beaucoup de garanties, parce que de nos jours, en fait, les liquidités au niveau mondial, les grosses institutions préfèrent utiliser leur balance sheet, leur bilan, pour donner des garanties plutôt que des liquidités. Et donc, on s'appuie sur leurs garanties pour rehausser le niveau de risque des instruments que l'on va émettre. Donc là aussi, je pense que c'est un grand manque aussi de culture financière, de ne pas assez utiliser des instruments de garantie qui sont vraiment très nombreux. Je rends la parole à mon aîné qui avait levé la main. Merci. Très bien. Bon, Monsieur Yves, descendez. J'espère que la communication est améliorée de votre côté. Avez-vous des éléments à Oui, ajouter? Mais pendant oui, que en je fait, le fais, je souhaiterais également, dans les éléments de réponse que vous allez fournir, nous dire, selon vous, comment encourager l'innovation financière tout en limitant les risques associés donc à ces innovations financières-là. Donc, on sait qu'il y a quelques mois, on avait parlé au niveau de la RCA des bitcoins. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez mieux. J'ai fermé ma caméra en espérant que vous allez mieux m'entendre. Il y a des problèmes de technologie avec Internet. Est-ce que vous m'entendez? Pour l'instant, ça va. D'accord, je vais essayer de faire vite. En fait, Marc a bien résumé mes propos concernant les défis à relever. J'en vois deux essentiellement pour l'accès des populations au marché financier. Nous avons le premier défi, c'est de la collecte d'épargne. On disait tout à l'heure que le taux d'épargne est important, mais ça échappe au système financier classique. Et ensuite, la vulgarisation. Alors, c'est ce que fait, je disais, c'est ce que fait la COSUMAF, dont les textes sont très bien orientés et qui commence à accentuer euh, l'éducation financière. C'est-à-dire que, en tant que conseiller en investissement financier, j'ai rarement rencontré j'allais dire, des prospects ou des clients qui sont informés de ce qu'est un titre financier. Enfin, il faut que les populations, dans la CEMAC en général et en Centrafrique en particulier, sachent qu'il existe des titres financiers, ce sont des possibilités de faire des placements rentables, sécurisés, parce qu'il y a un régulateur, parce qu'il y a des acteurs qui sont contrôlés et qui sont au fait de leur activité. Donc, premier défi, comment faire pour collecter l'épargne? C'est euh, informer les populations et puis qu'il y ait plus d'acteurs. Marc l'a si bien dit, il y a un seul conseiller d'investissement financier en Centrafrique et on peut être en relation avec toutes les sociétés qui sont dans la... Alors, euh, pour répondre à votre question, j'espère que vous m'entendez toujours concernant l'innovation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, merci. Alors, il y a Nous un vous exemple, entendons. voilà, merci. Il y a un exemple que je découvre aujourd'hui. En fait, je vais parler de la société Samba Assurance, hein, qui est la société de notre, sans vouloir faire de la publicité à notre modérateur, mais j'ai découvert l'existence de cette société qui est une société de microfinance, de micro-assurance, la première en Afrique centrale, qui permet à ses clients, à la population, d'accéder directement aux produits de micro-assurance, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est un exemple d'innovation en matière d'inclusion financière. Je veux dire que le chemin, c'est la digitalisation, c'est la possibilité qui sera de plus en plus offerte avec les nouvelles technologies à nos populations pour accéder aux produits financiers et pour pouvoir améliorer l'inclusion financière. Concernant la crypto-monnaie, je ne saurais pas trop en parler parce que je n'ai pas bien étudié la question, mais effectivement, nous avons en Centrafrique poussé un peu loin la réflexion à ce sujet. Il y a eu des textes qui ont été pris, et puis singulièrement, la COSUMAF aussi pourrait en parler
la COSUMAF a pris des textes pour réguler le secteur de la crypto-monnaie. Et je dois dire que la Centrafrique, on était en avant-garde. Et la COSUMAF, qui s'occupe naturellement de la réglementation, de la régulation, a également pris des textes à ce sujet. Donc, étant donné que M. Lukaku est là, il pourrait mieux en parler que moi. Voilà. Merci, Monsieur le modérateur. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Yves Descendé, qui est en termes de fluidité meilleure que les précédentes compte tenu des difficultés de communication. À ce stade, la communication entre les différents opérateurs et les différents acteurs du marché financier sous la supervision de la COSUMAF est requise. La sensibilisation ou l'éducation financière vis-à-vis donc des populations est également. Et on constate que par rapport à cette notion de titre, il y a effectivement des belles opportunités de placement, mais sur le marché financier, il y a quelques défis qu'il faut préalablement lever pour qu'on arrive à un plein développement de notre marché financier. Monsieur Elvis Koyaeda Dema, selon vous, quels mécanismes peuvent favoriser l'investissement des ménages dans les titres financiers en général et particulièrement ceux qui sont susceptibles d'être émis au niveau de la RCA? Désolé, mon micro était encore fermé. Oui, donc pour favoriser l'investissement des ménages au niveau de la Centrafrique, en particulier, il faut s'appuyer peut-être sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire que quand on prend la majorité de la population déjà est jeune et ces jeunes-là utilisent déjà leur téléphone. Et on voit en Afrique de l'Ouest comment le mobile money fonctionne très bien, notamment au Kenya, et c'est un, un, un outil qui est également utilisé en Afrique centrale. Et pour moi, il y a qu'un seul pas entre le mobile money et puis la bourse sur le mobile. Et on voit, notamment dans des pays développés, que on peut même investir avec son téléphone. Donc, si on peut favoriser, vraiment encourager l'investissement à travers des outils qui existent déjà, parler avec les opérateurs téléphoniques pour qu'ils intègrent dans leurs solutions, voilà, la possibilité d'investir à travers leurs solutions de mobile money, par exemple. Ensuite, il faut également intéresser la diaspora. Parce que on sait que la diaspora envoie quand même un, beaucoup finalement de ressources sur le continent. Je crois que c'est à plus de 100 milliards si on prend l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, c'est 100 milliards annuellement, donc c'est considérable. Et c'est aussi une population qui est principalement dans des pays avancés, donc qui sont au fait du poids de l'économie de marché dans l'économie générale. Donc, quand on va aux États-Unis, dans l'Union européenne, on voit comment le marché coté a une influence, une grande influence dans l'économie générale. Et donc, il serait peut-être plus prêt à investir sur les marchés financiers. Donc, il faut utiliser cette possibilité-là. On a vu plusieurs pays déjà, au Ghana par exemple, où il y a des produits financiers spécialement dédiés à la diaspora. Au Nigeria également. Donc c'est aussi des pistes à explorer, je pense, chez nous en Afrique centrale et en Centrafrique particulièrement. Très bien. L'innovation s'ajoute donc comme autre défi à relever et cela va m'amener à la toute dernière question. Celle-ci, elle est adressée aux régulateurs avant d'ouvrir la phase des questions du public. Monsieur donc Lukaku, à défaut, je constate qu'il y a également du côté de la COSUMA, Monsieur François Bimogo. Monsieur François, vous êtes là? Non. Bonjour, Alors, Monsieur Godok, je suis très bien là. Je ok, pense que M. Lukaku pourrait ça, répondre à première demande. Euh, d'accord, ok. Je voulais m'assurer Grande que vous étiez question. bien en ligne. Avec Monsieur Lukaku, ça forme un parfait tandem.
Et la question adressée au régulateur est la suivante, parce que c'est votre rôle, la protection effectivement des investisseurs, la régulation du marché. Comment la COSUMAF sensibilise et éduque-t-elle le public sur les bénéfices et les risques des investissements en titres? Les bénéfices et risques des investissements? En titres, voire Ah, des investissements sur le marché financier en général et en titres en particulier, pour oui. rester effectivement dans notre sujet. Alors, comment se fait la protection? Alors, il faut déjà savoir rappeler que la mission première de la COSUMAF, c'est la protection de l'épargne publique. Donc, c'est là où vous posez vraiment une question qui est au cœur des missions de la COSUMAF. Et cette protection, le régulateur l'a fait parce que déjà, l'essentiel des produits et opérations qui se font sur le marché astreignent les acteurs, les opérateurs à une production d'informations sur les produits, sur les opérations, sur leurs activités, et ainsi de suite. Donc, la COSUMAF, ce rôle de protection de l'épargne, elle exerce d'abord et avant tout par le contrôle de l'information qui est produite. Et c'est une information qui, quand on parle d'APE, doit être, et même de placement privé, doit être exact, précise et sincère. Et dans exact, précise et sincère, ça renvoie à d'autres notions. Donc, on va regarder la cohérence des informations, l'exhaustivité, voilà. Donc, tout un ensemble de paramètres de contrôle pour faire en sorte que cette information qui est véhiculée, qui est produite sur le marché soit exacte et permettre donc aux investisseurs de se prononcer. Donc, après, la protection de l'épargne, au-delà de l'information, bien sûr, c'est ça a été dit tout à l'heure, le marché, c'est tout un ensemble d'acteurs, d'organismes, de structures qui interviennent, qui sont placés sous le contrôle du régulateur. Et c'est parce que la COSMA va faire une régulation efficace de ces acteurs que, in fine, elle garantit l'efficience du marché, donc que le marché fonctionne efficacement avec des acteurs qui sont bien régulés, qui prennent en charge de façon professionnelle comment dire, les services qu'ils fournissent aux investisseurs et avec un contrôle du régulateur qui se fait sur place et sur pièce, donc par des missions d'inspection. Ouais, c'est toute cette construction-là qui garantit à l'investisseur une protection de ses engagements sur le marché. Pendant que j'ai la parole, je vais réagir à ce qui a été, un ensemble de choses qui a été dites et qui m'ont également interpellé. Renforcer les moyens d'action de la COSUMAF, je rassure tout de suite, monsieur. Je crois que c'est monsieur Mbassa qui en parlait. Oui, effectivement, la COSUMAF a dans son plan d'action un renforcement de ses moyens, notamment de son personnel, qui va lui permettre, comme vous l'avez dit très justement, hein, monsieur Mbassa, justement de renforcer ses capacités. Or, il y a aussi augmenter les rencontres avec les acteurs. C'est inscrit dans le plan d'action, dans le plan stratégique de la COSUMAF. Les séminaires, c'est bien. Les cadres permanents de concertation, c'est bien. Mais il faut savoir que c'est limité, c'est ouvert à tous les acteurs. C'est pas forcément le cadre indiqué pour aller plus en profondeur sur les préoccupations qui peuvent concerner certains acteurs en particulier. Et là, Monsieur Mbassa, justement, renvoyé à des rencontres plus fréquentes, mais également plus ciblées. Et ça aussi, je veux le rassurer, hein, à partir de 2025, ça va entrer en, ça va se faire et c'est inscrit dans le plan d'action de la COSUMAF. Les agréments, être plus regardant sur les agréments. Alors, les agréments qui ont été donnés, non, c'est pas que la COSBAF n'a pas été regardante, non. Et il y a eu des dossiers qui ont été proposés. C'est un marché, on l'a dit, en construction. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Nous regardons bien sûr les paramètres essentiels. Ils sont agréés. Alors, il se trouve que après, les engagements ne sont pas forcément tenus par tous les acteurs. Si un acteur est agréé, finalement, ne fait rien de son agrément, alors que son dossier était conforme. Alors donc là, c'est des éléments qui nous amènent à réflexion. Et là, on est en train de regarder. Effectivement, un acteur n'a pas vocation à rester. D'ailleurs, même les textes le prévoient. Au bout d'un an, sans activité réelle sur le marché, la COSMAF est fondée à retirer l'agrément. Donc, mais en même temps, le marché est récent, donc on va pas tout de suite, au bout d'un an de constat, faire sortir les acteurs. Il y a un travail pédagogique qui se fait également tous les jours et qui va se renforcer dans les mois, dans les mois qui viennent. Autre élément, parce que c'est important aussi, la vulgarisation des textes, ça a été dit, ça a commencé, ça va se renforcer en 2025.
plus spécifiquement pour la RCA, c'est clair que les investissements en titres financiers sur la RCA ne pourront se faire qu'en renforçant également le nombre des acteurs. C'est clair qu'un CIF pour toute la RCA, un grand pays, c'est très insuffisant, ça a été dit. Les CIF sont les CIF ont cette importance qu'ils viennent aussi en relais des sociétés de bourse. Les CIF ont leur activité de conseil, mais ils viennent en plus en relais des sociétés de bourse parce que le CIF va s'inscrire comment dire, dans le schéma de diffusion des titres par les sociétés de bourse et par les sociétés de gestion, donc vient en appui à la commercialisation des titres dans le marché. Donc le CIF a un rôle très important et un seul CIF pour la RCA ne suffira pas pour diffuser les titres financiers, pour inciter à l'investissement sur les titres financiers. Pareil, donc, il n'y a pas de société de bourse, pas de société de gestion. Voilà, ça, c'est un peu la même préoccupation. Enfin, toujours les cryptos. Aujourd'hui, les Eh cryptos. oui, le crypto, monsieur Lukaku, Sujet ça me permet. incontournable. Mais sur les cryptos, effectivement, la RCA a eu il y a quelques années, il y a eu il y a eu un texte qui a été pris pour rendre au départ, la RCA a rendu le Bitcoin comme une monnaie légale. Et un an après, je pense que, bon, je passe sur le contour de nos collègues centrafricains, un an après, je pense que la RCA est revenue et donc a enlevé ce critère de monnaie ayant cours légal parce que ça allait en contradiction avec les engagements communautaires de la RCA en tant que membre de la zone franc CFA. Donc là, par la suite, je pense qu'on n'a plus beaucoup entendu parler de projets des cryptos en RCA, mais pour le régulateur du marché financier, pour ce qui le concerne, dans sa démarche de protection de l'épargne, et comme nous avons été interpellés sur des arnaques, donc on a mis en place une réglementation pour mettre un terme à un vide juridique. Et donc, la réglementation oblige chaque personne qui commercialise des cryptos à solliciter son agrément auprès de la COSUMAF. Donc, on a également encadré les levées de fonds qui se font en crypto. Et puis, on a créé une catégorie spécifique d'acteurs du marché pour traiter les cryptos. Donc, vendre des cryptos ne doit pas se faire par n'importe qui. Il faut être un prestataire de services sur actifs virtuels ou crypto actifs pour proposer toute la panoplie d'opérations, de services portant sur des cryptos. Voilà, je vais m'arrêter Merci. là. Alors, si, si Monsieur M. Lukaku. Godot le permet, il m'a interpellé, Oui, monsieur pas M. Bimogo. Lukaku, juste une petite lucarne que je vais ouvrir et fermer rapidement en rapport avec Elle sera très brève puisqu'il faut qu'on tout à reparte fait. maintenant, qu'on Très conclue pour aller rapidement. répondre à ceux qui sont nombreux à avoir posé des questions. Merci. Tout à fait. Elle est en rapport effectivement avec le Q&A, c'est-à-dire l'espace de questions-réponses ouvertes pour ce webinaire et comme pour les autres d'ailleurs. Monsieur Lukaku a parlé des facilités pour les entreprises récemment créées que notre réglementation permet, notamment pour faire appel public à l'épargne, sans track record, sous réserve bien évidemment, comme il a dit, d'une évaluation par un commissaire au compte. Mais il y a également en matière de plateforme électronique, il y a une nouvelle activité qui est celle de conseil en investissement participatif, qui est le crowdfunding, donc qui permet pour notamment les startups, les projets, un conseiller en investissement participatif pour ouvrir une ou plusieurs plateformes sur lesquelles peuvent être levés des fonds. On a parlé d'instruments financiers, notamment les titres financiers, les contrats à terme. Sur cette plateforme-là, un ou plusieurs projets peuvent être financés à travers le crowdfunding. Et donc, c'est probablement une niche qui s'intéresse aux besoins spécifiques des startups, des PME ou des ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui ont besoin de financement dans notre zone. Voilà, je referme la lucarne. Merci. Merci pour cette fermeture. Monsieur le modérateur, Oui, excusez-moi, juste une chose, c'est important, ce ne sera pas très long. À ce que vient de dire très justement mon vous êtes collègue, le hein. régulateur, Oui, tout est permis. Pour vous, à ce on que, peut ouvrir une lucarne d'abord. oui, oui, à ce que vient de dire très justement, merci, hein, Monsieur Godot, à ce que vient de dire François, il faut compléter pour toujours bien informer le public, hein. Le financement participatif auquel il fait allusion, dispositif
importants sur lesquels effectivement la régulation donc, va être même complétée, qui permet à des porteurs de projets de recevoir un financement. Et donc, le financement, elles l'obtiennent sur la plateforme. La plateforme, elle est animée par un intermédiaire qui est régulé qui est agréé par la COSUMAF. Donc, lui, son rôle, c'est de mettre en relation le porteur de projet qui, par définition, donc, n'a pas de financement et les apporteurs de projets qui vont financer. Donc, la plateforme qui est gérée par le conseil en financement participatif, le conseil en financement participatif, il est agréé, il gère une plateforme et il met en relation donc, ces intérêts-là. Et donc, ça peut effectivement, comme disait François, intéresser également les startups. Merci. Merci à tous, merci aux panélistes pour cette première partie de notre webinaire. Nous allons nous faire le devoir de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Je vais pouvoir les résumer. On a 24 participants et on a 19 questions. Je vais pouvoir les résumer non pas par thème, mais par panéliste. En commençant par le régulateur. Un certain nombre de questions ont trait à la régulation. La première, c'est la faible liquidité du marché des titres financiers dans la zone. Ce qui limite des opportunités d'achat et de vente. Ça nous vient d'Augustine Gabriel Ngoyabang et qui pense également que le processus d'introduction en bourse est coûteux et complexe, ce qui dissuade certaines entreprises à s'y lancer. L'environnement réglementaire, le cas de la fiscalité particulière des opérations donc financières, ça c'est pour le régulateur. Pour Monsieur Marc Malaba, au niveau de la RCA, pourquoi il n'y a actuellement aucun émetteur de la RCA côté à la BVMAC? C'est la question qui est posée. J'espère que vous avez déjà l'élément de réponse. Les opérations de levée de fonds à la RCA ne sont pas toujours très bien connues. Il y a une absence de communication sur les opérations, même quand il s'agit de celles de l'État. Enfin, nous prenons là, ce n'est pas des questions, c'est plutôt des suggestions. Alors, ce cas, Dominique Assako également relève l'absence de communication au niveau des opérations financières qui se font, parle plutôt, il y a une question qui parle de l'opacité sur la communication des opérations financières qui ont trait non seulement sur la RCA, mais également au niveau de la COSUMAF, enfin au niveau du marché financier. Nous repartons. Ben, je pense que c'est tout parce qu'Augustine revient plusieurs fois sur l'incitation fiscale. Ah, mais tiens, il y a une question qui porte sur les fonds, la promotion des fintech. Là, c'est plutôt Monsieur Bimogo que nous allons solliciter, la régulation et la promotion des fintech pour pouvoir lever des fonds en vue de l'investissement. Voilà quelque peu résumé les 19 questions que nous avons qui ont été posées par par les participants, pour lesquels j'appelle les uns et les autres à bien vouloir fournir des éléments de réponse. Monsieur Didier Lukaku, nous commençons par vous, les aspects de régulation. Oui, alors, moi, j'ai entendu votre question sur les fintech. Oui, la fintech, je l'orientais plutôt vers Monsieur François Bimogo. Il n'y a Mais pas de vous pouvez problème. y répondre puisque c'est la COSUMA. Vous travaillez le concert. Oui, avant les fintech, bon, sur le fintech, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais alors, fintech, c'est un mot très large qui n'intègre pas seulement tout ce dont on parlait, crypto. Hein, il y a les fintech, finances technologiques, s'adressent aussi et beaucoup au secteur bancaire. Donc, en ce qui concerne le marché financier, bon, fintech, on va parler, nous, on parle beaucoup donc de crypto comme on en parlait et de conseiller en investissement, plutôt en financement participatif. Là-dessus, ce sont des moyens qui viennent faciliter un peu des moyens mis en œuvre, nouvelles technologies mises en œuvre pour faciliter et optimiser les services financiers rendus par des acteurs traditionnels. Donc là, il n'y a pas de verrou réglementaire. La seule chose, c'est qu'il y a des diligences de contrôle qui sont renforcées liées au fait qu'il s'agit de produits innovants et peut-être pas toujours correctement encadrés. Donc, en ce qui nous concerne, il n'y a pas
au-delà de ce que nous avons mis en place sur les crypto-actifs et sur le financement participatif, sont des dispositions d'encadrement qui vont donc se traduire par des contrôles que nous faisons traditionnellement pour les autres acteurs. Donc, on va contrôler les acteurs et contrôler les moyens mis en place, donc les plateformes, s'il y en a. Donc, c'est ça, en fait, le travail c'est pas autre chose. Bien, sur l'absence, ou plutôt l'opacité en ce qui concerne la communication, je disais Ah, que oui. ça, c'est plutôt pas vous, ce Non, sont non, non. les acteurs du L'opacité, financier. l'opacité, les opérations font l'objet d'une communication, d'informations qui sont diffusées dans la zone, hein, par les moyens que tout le monde connaît. Toutes les opérations sont en ligne. Les APE, alors il y en a peut-être pas beaucoup, mais ces opérations sont en ligne et la réglementation impose sur le site Internet de l'émetteur, le site Internet de la bourse, le site Internet de la COSUMA, vous avez de la publicité sur les opérations qui se font sur le marché. Ah, après, je pense que pour parler des opérations d'APE, il y a également quelquefois ce qu'on appelle le roadshow qui est fait. Alors, il se fait pas dans les 6 pays de la zone, mais nous, on s'assure au moins que même si un pays n'est pas couvert par un roadshow, mais que au moins l'information soit diffusée dans les organes de presse locaux. Donc, voilà les moyens d'information. Alors, on va travailler bien sûr à limiter ou à réduire cette opacité, cette impression d'opacité. Je pense que si c'est ressenti comme tel, le régulateur doit se sentir interpellé et va travailler pour réduire un peu cette opacité. Je crois qu'il y a aussi le fait que la vulgarisation est le passage récurrent parce que je crois qu'il y a des pays comme le Cameroun, le Gabon, qui sont les principaux animateurs du marché et où effectivement il y a le plus grand nombre d'acteurs enfin, monopolisent, concentrent un peu le grand nombre de séminaires qui se font sur le marché financier, sur les opérations. Et donc, ça peut donner une impression, pas d'abandon, mais enfin voilà, donc pour certains pays qui sont moins couverts. Donc, mais je crois que on a pris cette préoccupation en main. Donc, je pense que on est passé récemment en Centrafrique avec un engagement de passer au moins une fois par année, faire le même type de séminaire. Et quand je parle de Centrafrique, ça s'adresse aussi à la Guinée équatoriale qui a le même ressenti. Voilà, je pense que c'est OK, à Voilà. s'adresser régulièrement à, voilà. OK. Si vous permettez, monsieur le modérateur, sur les fintechs, un petit mot. Est-ce que vous Oui, nous oui, permettez? allez-y, allez-y. Alors, il faut démystifier cela. La réglementation, comme l'a dit M. Lukaku, nous permet. Il faut sortir simplement de l'expectative et passer probablement à l'action parce que les prestataires sur actifs numériques, autant que les conseillers, les plateformes des conseillers en financement participatif, implémentent des dispositifs, des plateformes qui permettent de collecter, de mobiliser l'épargne pour l'investir sur les instruments financiers, les titres financiers ou les contrats à terme. Parce que notre marché, même si les produits ne fourmillent pas encore pour ce qui est des produits à terme, permet ce type de produits à terme-là. Donc, il y a des atomes crochus entre les fintechs qui facilitent simplement la collecte en amont et toutes les opportunités en termes de plateforme, en termes de titres financiers qui sont offerts. La fintech devant servir à quoi en amont pour collecter? Simplement, dans le cadre, par exemple, d'une plateforme de financement participatif, plutôt que de passer par du cash, eh ben, les investisseurs peuvent, avec une application ou un API, le mobile money est très démocratisé dans notre région, passer par ces collecteurs en amont avant d'en arriver auprès de l'intermédiaire agréé qui va donc intégrer cela suivant le format du titre financier qui est proposé en capital ou Merci, simplement. monsieur Voilà. Bourgo. Nous allons prendre monsieur Descendé qui lève la main. C'est justement vers lui que je voulais revenir, puisque n'oublions pas que notre thème a trait au titre, aux défis et opportunités.
L'une des questions qui est posée, c'est là, je m'adresse effectivement à M. Yves Descendé, ça concerne la faible liquidité donc, des titres sur le marché financier de la CEMAC, d'une part. Le second aspect, c'est celui relatif donc, à la fiscalité particulière donc, des instruments financiers au niveau donc, du marché financier local, donc CEMAC, qui peut également constituer un défi à relever. Monsieur Massandé, vous êtes là? Monsieur Descendé, vous êtes là? Oui, je vous entends, monsieur le modérateur. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous vous entendons et ces deux dernières questions s'adressent à vous. Merci. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur la question d'un internaute qui concernait l'opacité. En réalité, le marché financier euh, est le plus transparent. Sa particularité, c'est d'être transparent puisque le régulateur oblige les acteurs et les émetteurs à être le plus transparent possible. Je pense que l'internaute faisait plutôt allusion à une absence de diffusion suffisante de l'information financière ou d'accès à l'information concernant le marché financier ou les instruments financiers. Je pense que... C'est exactement ça. C'est exactement Exact. ça. Merci de l'avoir compris comme tel et reformulé avec beaucoup de soin. Que répondre donc à ce participant? Alors, ce participant qui parle d'opacité, bon, il veut parler de l'absence de diffusion d'informations. Je pense que c'est tout le défi que aussi bien le régulateur que les acteurs du marché doivent relever, c'est-à-dire améliorer la diffusion d'informations sur les marchés financiers pour que cela arrive au plus près de nos concitoyens. Et je voudrais rebondir sur ce qu'avait dit Elvis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux instruments aujourd'hui, le mobile money, la digitalisation, qui permettent à des jeunes, à des moins jeunes, d'accéder depuis leur domicile, à partir de leur téléphone, au marché financier. Et là, notamment, sous réserve d'un certain nombre de critères de sécurité qui sont réunis, qui doivent être réunis, le marché financier pourrait être plus inclusif. Alors, je voudrais rebondir donc sur votre question. Que faut-il faire pour améliorer la liquidité des titres, les marchés financiers des titres, hein, si vous m'entendez? Nous vous entendons, c'est plutôt une question d'un participant. Améliorer Oui, la liquidité des titres sur le marché financier et qu'en est-il de la fiscalité? Ne constitue-t-elle pas un défi qu'il faut relever? tout à fait. Concernant la liquidité, ça c'est un défi également. Ça concerne le marché secondaire. Les émetteurs, quand ils émettent un titre, ils vont sur le marché primaire, notamment le marché financier, pour rencontrer des investisseurs. Ensuite, ces titres financiers, en général, se retrouvent auprès des acteurs, les banques, les OPCVM, les sociétés de bourse, qui peuvent le proposer sur un marché secondaire à des clients. Et c'est l'un des défis du système. Je parle là sous le contrôle de la COSUMAP, c'est de développer le marché secondaire, notamment proposer, les acteurs doivent proposer à travers des stratégies à mettre en œuvre à un public plus large de clients, d'une clientèle plus large, des titres financiers. Et en particulier, notamment, les banques ne proposent pas suffisamment les titres financiers, les assurances non plus. Enfin, tous les acteurs doivent proposer sur un second marché les titres financiers. Et l'autre défi, c'est également la fiscalité. Vous savez que les titres, les instruments financiers peuvent donner la possibilité aux épargnants, aux investisseurs, d'avoir des avantages fiscaux qui ne sont pas suffisamment connus, notamment lorsque on souscrit à un titre public, par exemple, ces titres sont nets d'impôts. Et cette information est très peu connue du public qui, souvent, ne connaît même pas l'existence des investissements en titres financiers ou en titres publics. Justement, Donc, Monsieur Massandé, excusez-moi, euh, oui, de façon beaucoup plus précise, essayons de conceptualiser cela. Je suis un investisseur et je viens effectivement d'acquérir un titre d'une société, on va dire la société de télécommunications du Tchad. Voilà. À un moment donné, déjà au moment de l'acquisition, quelle est la fiscalité qui est attachée à cette opération? Puis, si je souhaite effectivement revendre ce titre-là, parce que dans le cadre de la gestion de mon patrimoine,
de mon portefeuille titre, il y a quelque chose de beaucoup plus important où je souhaite me désengager, quelle sera effectivement la fiscalité qui sera applicable à l'éventuelle plus-value que je pourrais obtenir de la cession de ce titre. Essayons d'être Alors, concrets pour que les participants puissent également, qui ne sont pas tous des puristes, puissent également se faire une parfaite idée de comment ça fonctionne. Je paye combien à l'État sous forme d'impôt au moment de l'acquisition du titre? Je paye combien à l'État au moment où je cède ce titre-là par le même canal, donc en passant par un acteur financier? eh bien, c'est une bonne question. La première question qu'on doit se poser quand on achète un titre, c'est la rentabilité du titre. C'est la première question qu'on se pose. Et la rentabilité du titre intègre un certain nombre de concepts, y compris la fiscalité. Lorsqu'on achète un titre, notamment une action, on espère recevoir des dividendes. Ce sont les revenus des capitaux mobiliers. Et donc, selon la législation, selon les pays, mais tout ceci est régulé dans la CEMAC, est harmonisé dans la CEMAC, on va payer des impôts sur les dividendes que nous percevons. Ça peut varier, ça peut atteindre 15%, si l'on est selon les législations en général. Et donc ça, il faut le savoir. Et il est normal qu'il y ait une fiscalité sur les revenus que nous touchons sur les actions. Si nous souscrivons à une obligation privée, nous allons toucher des intérêts qui sont également fiscalisés. Mais là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'obligations publiques dans la CEMAC qui sont émises par les États. Et ces obligations, ces titres, sont nets d'impôts. C'est-à-dire que le revenu que vous allez percevoir de ces obligations sont nets d'impôts. Et donc, cela doit être porté à l'attention du public que lorsque vous souscrivez une obligation publique, vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus que vous percevez. Voilà. Merci. J'espère avoir répondu à la question. Très bien. Vous y avez répondu et nous pouvons, à ce stade-là, donc, conclure que nous nous sommes retrouvés sous l'égide, effectivement, de ces Consumas Focus RCA. Nous avons abordé donc ce thème qui porte sur les investissements en titres financiers, opportunités, défis et rôle du régulateur. Pour nous résumer, il y a effectivement des opportunités à développer, développer donc le placement des titres financiers sur le marché régional, puisque cela permet le financement de l'économie, à condition que les agents en capacité de financement puissent disposer de ressources. Il y a par ailleurs un aspect qui est revenu, c'est celui de la nécessité pour tous les acteurs de travailler de concert avec le régulateur en vue donc de promouvoir la transparence, la bonne gouvernance, mais également une éducation financière en direction des populations, sans oublier que derrière, pour que l'inclusion financière soit totale, il y a une touche d'innovation qui devrait de plus en plus être la norme pour l'ensemble des opérateurs, mais particulièrement sur les opérations du marché, sur le marché financier donc régional. La réflexion donc concertée est requise. Cette réflexion devrait amener l'ensemble des opérateurs, aussi bien le régulateur, les émetteurs, les investisseurs, voire même les États, à tout faire pour maximiser donc ces opportunités et que nous puissions surmonter ensemble les obstacles qui se présentent donc à notre sous-région. Là, je termine tout simplement en chutant sur l'actualité. L'actualité, c'est cette réunion qui a eu lieu à Yaoundé sous l'égide de son Excellence Paul Biya, où tous les présidents de la CEMAC étaient tout à fait réunis. L'actualité, c'est également ces velléités d'évaluation du franc CFA que l'on entend à gauche et à droite, parce qu'il se pose un certain nombre de difficultés en ce qui concerne donc la gestion de nos économies. Monsieur Lukaku, vous êtes le représentant du régulateur. Concrètement, d'évaluation ou pas?
Monsieur Lukaku, je ne vous entends pas. Je sens que vous réfléchissez avant de répondre. Pas du tout, je ne réfléchis pas. La réponse est même très claire. Je ne vais pas vous donner trop d'espoir hein, sur la... Non, non, non. Franchement, dans ce panel, je ne sais pas si un seul d'entre nous connaît la réponse à cette question. Non, je pense que, non, clairement, il y a oui, des rumeurs, même bien avant le sommet, des rumeurs ont circulé. Selon les données que nous avons, la situation économique de la zone est revenue à peu près à ce qu'elle était en 2015, période au cours de laquelle on est passé pas loin, d'après les informations qui avaient circulé à l'époque, d'une dévaluation. Donc, euh, ah oui. Peut-être correction, oui ou non, peut-être, je sais, franchement, pour ne pas aller très loin, moi je n'ai pas de réponse à la question. J'ai reçu, comme vous tous, le compte-rendu de la réunion qui ne fait même pas allusion au sujet. Évidemment, le compte rendu était très, très politique et on peut comprendre qu'à ce stade, l'objectif est de rassurer l'ensemble des populations de la zone. On a déjà vécu cet événement il y a quelques années. Beaucoup y ont laissé de plumes. Nos économies ont souffert et je pense que nos États font tout à travers leurs dirigeants pour éviter que nous puissions reconnaître la même chose. Et ces webinaires ont pour objet également de rassurer suffisamment le public que ce message puisse être porté, que pour l'instant, il n'en est rien. La fumée n'est encore ni blanche ni noire. Et c'est sur ce point que je vais donc remettre l'antenne, si je peux m'exprimer ainsi, remettre la parole à celle qui doit juste venir après, tout en vous remerciant, mesdames et messieurs, enfin, il n'y a pas de dames, tout en vous remerciant, messieurs, pour la qualité de nos échanges du jour. Nous espérons avoir réussi à débattre du thème sur lequel nous étions amenés à donner des arguments. Nous remercions également nos 24 participants, tout en espérant d'avoir fait œuvre utile et nous promettons de faire mieux la prochaine fois. Si vous avez pu déceler quelques faiblesses, elles sont humaines. Nous allons parfaire nos présentations, nos modérations pour continuer effectivement à vous satisfaire. Je vous remercie à tous et je donne la parole donc à la suivante. Je vous remercie, Monsieur Crépin. Je remercie aussi. Ah, Shaima, je commençais à me demander si vous étiez parti. Ça Ah va, non, vous je êtes suis là? là, je suis toujours là. D'accord, d'accord. Ok. Bien sûr, je suis toujours là. Je vous remercie énormément. Je remercie aussi nos panélistes pour cet échange. Je remercie nos audiences qui ont posé leurs questions. Alors, comme j'ai précisé, toutes les questions auxquelles on n'a pas pu couvrir, on va les traiter lors des prochaines éditions. On vous donne rendez-vous le lundi 23 décembre pour un Cosuma Focus sur la Guinée équatoriale sous le thème Financement du privé et de la croissance verte par le marché financier. Voilà, donc je vous invite à suivre les pages LinkedIn Africa Capital Markets Forum et la page LinkedIn de la COSUMAF pour trouver les liens d'inscription. Et je vous souhaite une excellente journée. Je remercie la COSUMA parce que c'est inédit. C'est COSUMA Focus. Et j'avoue que c'est à rééditer pour les prochaines éditions. Il faudrait également, c'est un conseil que je souhaite donner, une proposition plutôt, c'est d'associer les consommateurs. Si on peut par pays avoir le représentant de l'association des consommateurs des produits financiers ou de tout ce qui a trait au secteur financier, ce serait bon d'avoir également leur perception des faits, eux, en tant que consommateurs. Merci. Je vous D'accord, mais remercie. je transmettrai à qui de droit. Mais, je pense qu'au niveau de la COSMAC, on est tous convaincus, l'expérience est très bonne, concluante, et je pense que on va faire en sorte que, ben, avec nos amis de One Africa, que ça se prolonge. Voilà. Et félicitations à M. Godog pour une modération toujours efficace et dynamique. On est au service de la communauté. Bonjour à tout le monde. Allez, au À revoir et bientôt. bon Au week-end. revoir. Très bonne journée. Bye bye. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au 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 revoir. revoir. revoir.